The webinar. Yes, dear colleagues, brothers and sisters, I hope you have been successful in selecting your respective interpretation Chers channel. collègues, chers camarades, j'espère que vous avez réussi à connecter votre appareil. J'espère que vous avez réussi à sélectionner vos langues. It's incredible to see that we have received great response for this webinar. Je trouve formidable de voir que nous avons tant d'inscrits pour ce webinaire. Nous allons discuter du commerce et de la politique industrielle. Nous avons de l'aide de la Fondation Friedrich Ebert. Cela fait partie de notre effort en cours pour discuter de la politique commerciale et de la politique en matière d'emploi. Vous le savez que la pandémie a eu un effet dévastateur sur l'emploi et il y a également eu un effet sur les politiques importantes de manière politique en matière d'échange des États-Unis. Je crois qu'il faut se souvenir que les règles commerciales jouent un rôle important. L'OMC procède à des négociations en permanence, mais sans grand succès en ce moment. Là, la COVID-19 a limité le commerce, a limité les négociations commerciales également. Et il est important d'avoir plus de souplesse, nous dit-on, dans les accords atypiques. Les accords atypiques nous permettent d'avoir des brevets plus accessibles. Et nous avons des normes du travail qui sont en dégringolade pour un grand nombre d'entre elles, qui ne sont plus appliquées, et il est important de voir comment nous pouvons renouveler les normes internationales du travail, ou en tout cas les faire appliquer, ce qui est de plus en plus difficile. Nous allons parler des tendances en nous arrêtant un instant aussi bien sur l'Afrique que sur l'Asie et l'Amérique latine. Nous avons toute une série de panélistes très distingués qui connaissent bien la situation internationale et qui vont nous parler les uns après les autres. Nous allons entendre d'abord les professeurs Herberg de la Fondation Friedrich Ebert, et puis nous entendrons le professeur Christoph Scherer de Kassel et le professeur Hans-Jörg Herr de l'école d'économie de Berlin. Et puis nous passerons aux régions. Walter, c'est à vous. Bonjour, chers amis, chers camarades. Bienvenue à ce webinaire. Je vous suivais sur Facebook, où nous sommes tous en mesure de nous parler, mais en anglais seulement. Donc, sur Facebook, ce n'est pas aussi facile. Et lorsque l'on est sur webinaire, eh bien, l'on peut avoir plusieurs interprétations de langues et donc plusieurs langues qui peuvent être utilisées. Au début 2017, il y a eu pas mal de turbulences sur les marchés et bien sûr sur le commerce à cause de l'entrée en fonction de l'administration Trump, des barrières et des entraves commerciales élevées par l'administration Trump. Et depuis 2017, nous avons choisi de créer un groupe de travail sur le commerce et la politique industrielle qui reçoit le soutien
la CSI et de la Fédération syndicale internationale. Depuis novembre 2018, nous avons rédigé et préparé un plan d'action que nous allons pouvoir diffuser et vous faire connaître. Et puis nous avons bien sûr entamé ces discussions dans un cadre régional. Et puis en 2019, eh bien, nous avons eu deux réunions régionales, une en Allemagne, une à Singapour, et puis euh, en octobre 2019 pour la région des Amériques. Et c'était très important dans ces réunions régionales d'être en mesure d'avoir des plans d'action régionalisés. Et pour l'Asie-Pacifique, nous avons vraiment essayé d'influencer les ministères du commerce des différents pays membres de la région pour ce qui est des négociations commerciales. La Malaisie, par exemple, a bien reçu nos communications et c'est la même chose pour le Japon et l'Australie. Nous avons pu créer des alliances avec les autres syndicats euh, et les autres fédérations. Et donc, nous avions prévu deux réunions en présentiel, mais suite à la pandémie, nous n'avons pas été en mesure. Nous avons discuté avec la FIS et nous avons de nouveaux partenariats stratégiques avec la fondation Friedrich Herbert qui nous aide. Et c'est vrai que c'est une question très importante, car dans un grand nombre de pays, le processus d'industrialisation était basé sur le moteur de l'exportation. Je pense notamment aux pays d'Asie. Tous les pays d'Asie étaient axés sur les exportations et rien d'autre pratiquement. Il fallait développer les chaînes d'approvisionnement pour mettre au point de nouveaux services, de nouveaux produits qui n'avaient qu'un objectif, à savoir l'exportation. Donc, il y a une dépendance vis-à-vis des exportations qui est importante. Et puis, nous avons les accords de libre-échange, les ALE, qui historiquement ont un petit peu limité l'espace politique pour les pays en développement surtout. Des pays qui sont déjà industrialisés ont essayé de limiter l'accès au marché pour les pays en développement. Et puis dans le même temps, même avec un programme fortement dominé par les multinationales, par les sociétés financières, etc., nous avons quand même une possibilité de contribuer à la relève post-pandémie. Vous le savez, il y a eu une chute vertigineuse du commerce international, de l'investissement étranger direct aussi, mais dans le même temps, les inégalités n'ont fait qu'augmenter. Et donc, nous venons de publier cette semaine une étude qui montre que 2,7 milliards de personnes ne bénéficient d'aucune protection sociale. Et la moitié de la planète n'a aucune protection sociale et les milliardaires qui profitent de cette pandémie que nous vivons actuellement. Nous sommes donc pour une taxe sur des richesses mise en œuvre d'ailleurs par l'Argentine, la Bolivie et d'autres, et nous souhaitons également insister beaucoup et faire financer par les gouvernements, les industries de la santé, toute une série d'autres secteurs. Donc, je suis très reconnaissant au soutien de la Friedrich Ebert, la Fondation Friedrich Ebert, surtout pour l'Asie
et l'Afrique. L'Union européenne, ce sont des régions plus matures et j'espère que les commentaires que nous entendrons aujourd'hui seront utiles. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite de bien profiter de ce webinaire qui, je crois, sera utile pour tous et j'espère que vous en tiendrez compte dans l'élaboration de vos politiques. Merci. Mirko from Frederick Ebert Stiftung, who has involved in the initial stages of this research. Nous Give his opening remarks. Nous allons maintenant entendre les remarques d'ouverture de Mirko Herberg. Bonjour, bienvenue à ce webinaire et salutations depuis Berlin, le siège de la Fondation Friedrich Ebert. Nous pensons qu'un tel engagement approfondi est nécessaire car la politique commerciale est essentielle. C'est une politique qui détermine les règles du jeu finalement. Et depuis quelques années, nous avons observé beaucoup de coopération dans le cadre de la société civile et nous trouvons que c'est une bonne chose. Les syndicats et la voix syndicale en général peut faire la différence. En Asie, un exemple, eh bien, les syndicats pour une justice dans les transactions commerciales a pu faire entendre leur voix et nous avons pu obtenir des procédures de règlement des différends. On commence à rediscuter de ces possibilités de règlement des différends. Il y a divers mouvements, dont le mouvement syndical pour l'arrêt de l'accord TISA. Et d'ailleurs, à l'OMC, les choses ne se passent pas aussi vite et aussi bien qu'un grand nombre de personnes voudraient. En tout cas, nous pouvons nous assurer, vous assurer de notre soutien et je pense que le mouvement syndical et sa capacité à participer à des politiques dépend en grande partie de la coopération de notre fondation. D'ailleurs, les approches multilatérales doivent avoir davantage de priorité que les approches unilatérales ou bilatérales, mais l'expérience nous a montré que les résultats favorables pour les syndicats ne sont pas forcément au rendez-vous. Il est donc toujours nécessaire pour le mouvement syndical d'écouter et d'étudier les propositions en matière de traités commerciaux, de ne pas limiter leur approche aux clauses qui concernent le monde du travail, mais d'avoir un accès total. C'est-à-dire que signifient ces accords commerciaux internationaux pour l'espace politique? Quelle est la politique industrielle suivie? Y a-t-il une concurrence libre? Y a-t-il possibilité de poursuivre nos objectifs en matière de développement? Et euh, grâce à ces réponses, grâce à cette approche générale sur les accords de libre-échange, eh bien, on obtiendra des réponses et l'on fera également entendre la voix des syndicats et du mouvement pour l'emploi. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'opposer de manière générale à ces accords parce que cela nous éloigne du jeu. Je crois qu'il faut rester à l'intérieur du jeu. Et cette étude dont nous parlons aujourd'hui, c'est une contribution magnifique. Elle fait la lumière sur les accords régionaux en matière commerciale pour les travailleurs. Il y a une proposition de participation sérieuse de la part des travailleurs dans la politique commerciale et industrielle. Et l'on
parle également d'une économie décarbonisée. C'est notre objectif futur et cette étude est une obligation pour tous nos camarades. Chacun doit pouvoir avoir lu cette étude et cela permettra une participation de vos syndicats qui bénéficient aux travailleurs et bien sûr à tout notre monde syndical. Merci. Merci pour ces commentaires importants. J'aimerais maintenant donner la parole au professeur Hans-Jörg Herr, au professeur Christophe Scherer également, qui nous donneront leur point de vue sur ce rapport de politique commerciale, sur la politique industrielle et commerciale. Professeur Herr, d'abord, merci. Je suis ravie de pouvoir participer à cette recherche. Je vous donnerai un bref aperçu de notre point de vue et mon collègue Christophe Scherer poursuivra l'explication. So, now. Voilà, vous avez mon écran. So let me first start with the point, why do we need industrial policy? Pourquoi avons-nous besoin d'une politique industrielle? Il y a d'ailleurs pas mal d'arguments pour dire que l'on a besoin de politiques industrielles pour la transformation écologique. Lorsqu'il y a des innovations ou des changements, on a besoin de tout un ensemble de politiques. Il faut que les gouvernements fournissent une grande partie de ces éléments. Government support, and last but not least, ces différents politiques parce que l'on a besoin du soutien gouvernemental et il faut également stimuler la demande. Et cela, eh bien, la stimulation de la demande, c'est bien entendu l'apanage des gouvernements et peut-être que l'on ne sait pas cela. D'ailleurs, l'Allemagne en est un excellent exemple de politique industrielle qui est menée par les pays développés, mais les pays en développement ont encore bien davantage besoin de politique industrielle, car l'innovation, le high-tech, c'est quelque chose qui est poussé par le monde privé, alors que les gouvernements poussent d'autres éléments de l'économie dans les pays en développement. Alors, le commerce international est certes important car il accroît le développement, mais le commerce, le libre-échange peut avoir des effets très négatifs, très délétères, surtout par rapport à la politique industrielle. S'il y a des investissements directs, il y aura peut-être des pertes d'emplois avant un rattrapage. Il y a néanmoins quelques effets positifs dans certains cas, mais il faut accepter que l'investissement étranger direct peut mener à des produits et une amélioration des processus, mais les problèmes de mise en œuvre de produits de pointe ne peuvent pas se faire par l'investissement étranger direct. Il faut avoir des compétences clés dans
ces pays. Et l'investissement étranger direct peut être utilisé aux fins du rattrapage, mais il faut qu'il soit intégré dans une politique industrielle beaucoup plus large que celle basée sur le seul investissement étranger direct. Souvent, l'on oublie que la politique industrielle doit être liée à une amélioration sociale. Il ne s'agit pas seulement de créer une société plus juste ou la justice sociale, mais des recherches, même du FMI, ont montré très clairement que si les inégalités deviennent trop importantes, eh bien, il faut établir ce lien entre politique industrielle et amélioration de la situation sociale. L'on pense que l'amélioration de la situation sociale améliorera la productivité, les conditions de vie, plus d'investissement dans l'éducation, la formation, une meilleure motivation et plus de consommation en fin de compte. Donc, on a besoin de cette élévation du niveau social. Alors, quels sont les éléments clés? L'élément clé, c'est de créer des groupements, des clusters d'innovation, créer des liens, car si l'on crée ces groupements, ces clusters, on peut créer des effets de synergie. Et l'on a besoin des gouvernements, on a besoin de politiques industrielles pour créer de tels liens et de tels groupes. On a besoin de concentrer le gouvernement et ses efforts sur la recherche et le développement. On a besoin d'investissements ciblés, on a besoin de formation ciblée, d'infrastructures industrielles et d'une stratégie d'intégration dans le développement politique. Et puis en dernier, mais non des moindres, les gouvernements doivent créer une demande suffisante pour le développement des compétences. Alors, il y a un élément que l'on a mentionné, il s'agit de la formulation, la formule des investissements, et là, les syndicats doivent jouer un rôle essentiel, un rôle très important dans les idées soumises au sujet de la politique industrielle. Il faut qu'ils soient partie intégrante du processus de sélection des entreprises et des stratégies. J'en viens maintenant aux accords en matière d'investissement commercial. Nous avons vécu une véritable explosion d'accords d'investissement et de commerce. Et bien sûr, cela limite la marge de manœuvre des uns et des autres, mais ces accords en matière d'investissement et de commerce sont ont des règles très strictes. Il reste quand même un petit espace pour la politique industrielle et j'aimerais mentionner quelques politiques industrielles qui peuvent encore être menées, même si vous avez ces accords de commerce et d'investissement. Là, les gouvernements peuvent quand même mettre au point une coopération avec toutes les parties prenantes, y compris les syndicats. Les gouvernements peuvent se concentrer sur l'éducation et la formation, des subventions sur par exemple, des investissements en matière de transformation écologique. Et puis, il y a également 3 domaines qui sont très importants et que l'on oublie parfois. Ce sont les banques régionales ou interrégionales de développement. Les entreprises d'État aussi peuvent jouer un rôle dans le processus de développement. Et puis, il y a également, ne l'oublions pas, les politiques en matière de taux de change. Et ces politiques de taux de change sont
essentielles si elles sont bien menées. Voilà pour les accords de libre-échange et les accords en matière de commerce et d'investissement qui fournissent des restrictions et qui limitent la marge de manœuvre. Et les pays devraient marcher sur des œufs avant de rejoindre des accords de libre-échange, car les gouvernements doivent, par exemple, garder la main sur les marchés publics. C'est très important pour la stimulation de la demande dans certains secteurs. C'est important de stimuler les économies et c'est un domaine très important. Et puis, par rapport à l'OMC, les pays doivent utiliser l'espace politique. Et comment est-ce que cela se fait? Eh bien, par les tarifs douaniers. Il faut donc être prudent avant que de renoncer à l'instrument des tarifs douaniers. Et puis, les gouvernements doivent être extrêmement attentifs avant d'ouvrir le secteur service, car ce secteur service peut, selon les accords, être gardé fermé et non pas ouvert au marché, accès au marché, permettre cet accès au marché. Quelquefois, le secteur des services de pays en développement est totalement ouvert parce que l'on n'a pas bien réfléchi et cela débouche sur une catastrophe. Il faut donc garder des sauvegardes. Les gouvernements ont donc la possibilité d'accroître rapidement les importations et cette crise est importante par rapport aux mesures anti-dumping et les gouvernements doivent garder le droit de réguler les investissements étrangers directs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces investissements étrangers directs doivent être totalement intégrés à la politique industrielle d'un pays et il est important que cette politique joue un rôle pour le pays. Je m'arrêterai là. Ma dernière phrase sera que les pays devraient être extrêmement attentifs à garder un espace politique suffisant pour exercer leur propre espace, leur propre politique. Il est également possible de quitter des accords de libre-échange et cela n'est pas aussi négatif que l'on le pense. Et j'espère que tous ces sujets seront discutés également par le mouvement syndical. Merci. Merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de présenter cette étude. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. Alors, l'autre écran doit d'abord être fermé avant que je puisse ouvrir le mien. Alors, allons-y. Donc, j'aimerais vous présenter quelques arguments d'ordre économique en faveur des droits du travail. On est parlé d'une théorie fondée sur l'efficacité salariale en disant que de meilleurs salaires conduisent à une meilleure santé, à plus de motivation. Mais on a oublié que la gestion doit également être attentive à mieux utiliser la force de travail, la main-d'œuvre. Et le problème, c'est que si de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés ont un effet bénéfique sur l'économie, beaucoup d'entreprises fonctionnent alors qu'elles ont une position de faiblesse dans la chaîne de valeur. Elles font face à de très fortes entreprises qui, elles, ont un avantage dans la chaîne de valeur en termes de marque et autres. Et ce sont des entreprises qui recourent très souvent à une main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc, cela
signifie qu'il y a une grande concurrence puisque les salariés peuvent passer d'une entreprise à l'autre en fonction de leur niveau salarial. Alors, nous avons besoin d'une action collective pour faire face à ce type de difficultés. Si, sur le long terme, l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation salariale soutiennent la croissance économique, dans le court terme, en revanche, les salaires élevés peuvent être mis à mal par la concurrence. Et la concurrence est particulièrement forte sur certains marchés où l'on utilise les mêmes facteurs. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui compte, c'est l'amélioration des normes sociales d'une frontière à l'autre. Et c'est pourquoi il est très important de disposer d'accords multilatéraux. Une des façons d'y parvenir, outre les conventions de l'OIT, est d'envisager d'autres types de solutions. Nous avons parcouru les différents dispositifs existants qui ne sont pas toujours très efficaces parce que tous les pays n'y sont pas partis. Je pense par exemple aux conventions du BIT. Par ailleurs, très peu de pays donnent la possibilité à la société civile de se faire entendre et de faire des propositions. Il y a des mécanismes de sanctions qui sont en place et de contrôle aussi vis-à-vis de certaines entreprises plus indépendantes. Comme mon collègue l'a signalé, et comme Mirko l'a souligné également dans ses paroles, dans son discours d'introduction, il faut qu'il y ait de bonnes clauses, mais il faut tenir compte d'un certain facteur de risque qui pourrait donner une certaine légitimité à certains comportements qui pourraient être délétères. Alors, la question est de savoir que faire face à ces accords commerciaux régionaux qui sont en force, qui sont en vigueur. Selon nous, il faut rejeter tout nouvel accord de cette nature. Il faut encourager les accords multilatéraux de l'OMC. Il est très important de donner la possibilité à des accords multilatéraux plutôt qu'à des accords régionaux. Par ailleurs, il faut comprendre que certains accords sont extrêmement restrictifs dans les clauses d'annulation. Les accords commerciaux ont des dispositions très particulières. Ils essaient très souvent de défendre le statu quo. Alors, on peut faire campagne contre ces accords et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la société civile et d'autres organisations qui seront favorables à cela, qui souhaitent avoir de meilleurs services, qui souhaitent disposer de services meilleurs que ceux proposés par le secteur privé. Mais il y a également la question de souveraineté économique qui rentre en ligne de compte. Et en ce qui concerne les syndicats, naturellement, la préoccupation est toujours celle des travailleurs. Très souvent, les accords commerciaux sont très éloignés de la force de travail. Donc,
dans tout cas, enfin dans tout accord, dans tout cas d'accord, il faut comprendre quelles sont les implications pour la main-d'œuvre et comprendre s'il est nécessaire de lancer une campagne ou pas. Quoi qu'il en soit, il faut identifier les opportunités politiques, les structures politiques, et il n'y a pas de recette valable pour tous. Il faut fonctionner au cas par cas. On ne peut pas avoir une recommandation unique valable pour tous. Par ailleurs, il faut comprendre quelles sont les ressources qui peuvent être mobilisées pour cet agenda. Et sur cette note, je redonne la parole à mes collègues pour que nous respections les horaires. Merci beaucoup, professeur. C'est très important ce que vous nous avez dit. William from the University of Ghana. And to Alors, j'accueille maintenant William de l'Université du Ghana, the chapter on the Africa region and the qui va nous parler issues in the Africa. du continent africain, de l'industrialisation et de la politique commerciale et d'investissement. Vous aurez vu que dans ce rapport, il y a beaucoup de mentions faites à l'expérience vécue par les différents continents. Il est très important de mettre l'accent également sur le rôle spécifique joué par certains secteurs. Alors, je donne la parole à William. And let me say that we put this regional report together as two colleagues. Merci myself, beaucoup. William, Je voudrais dire que la contribution à ce rapport a été faite par deux personnes, mon collègue Juana et moi-même. I think Christophe has gone through it and explained a lot of Christophe things related to regional a soulevé de très nombreuses questions qui sont importantes pour le continent africain, notamment en termes d'investissement. Alors, cela me permettra d'être plus concis. Je vais vous donner simplement un aperçu de la situation. Le continent africain est composé de 54 pays. Certains pensent que le continent africain n'est qu'un continent, mais nous avons différents pays, différentes réalités, différents blocs. Europe, with the exception of, let's say, Ethiopia. And in the Il y a 1960s, certains pays qui ont été colonisés par l'Europe. Prenons l'exemple de l'Éthiopie, par exemple. Dans les années 60, beaucoup de pays ont lutté pour leur indépendance et certains pays ont essayé de mettre en place une politique d'investissement. Mais tout fonctionnait sur la machine d'État et toute l'économie fonctionnait sur cette machine d'État. Il est apparu clairement que ces politiques ne menaient nulle part. Et c'est pourquoi au début des années 80, l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, s'est heurtée à de très graves difficultés et avec l'effondrement de certaines économies. Cette situation économique délétère a forcé les pays africains à se joindre au programme d'ajustement structurel qui ont eu les conséquences que l'on sait. Cela a compliqué notre économie, nos investissements, nos importations. Et cela a porté atteinte surtout à notre base industrielle. Alors, j'aimerais en quelques mots vous dire un petit peu de quoi il s'agit lorsque l'on parle des accords d'investissement et des accords commerciaux régionaux. J'ai fait partie de la plateforme Stiglitz qui réfléchissait sur la transformation du continent africain. Il est intéressant que lors d'une des réunions, il a été dit que l'avenir de l'Afrique était la production de matières premières et non pas l'industrialisation. La politique d'industrialisation de l'Afrique ne passe pas par la fabrication automobile, par la fabrication d'avions.
Donc, vous voyez le type d'argument qui se joue ici. Certains disent que l'Afrique doit continuer là où elle est. D'autres disent que l'Afrique peut se transformer, comme l'Asie du Sud-Est, et passer à l'industrialisation. Et l'Afrique dispose de nombreux accords d'investissement et de nombreux accords régionaux. Ces accords sont essentiellement sous-régionaux. Ils cherchent à promouvoir le commerce dans les sous-régions africaines. Et en général, il s'agit simplement de l'ECOWAS, par exemple, c'est-à-dire de retirer les barrières douanières entre les pays. Ainsi, le Nigeria peut exporter librement vers la Côte d'Ivoire et vice-versa. Ensuite, il y a les régions et les partenaires extérieurs. Il y a donc plusieurs accords, comme par exemple l'ACFTA et d'autres encore. À l'heure actuelle, les pays africains ont 100% d'accès aux marchés européens sans douane. Un engagement a été pris pour éliminer toutes les barrières douanières sur une période de 25 ans. Et puis, il y a également les accords de partenariat européens qui ont joué un rôle significatif et qui ont permis le développement de partenariats. Il y a par exemple la clause MFN, parmi d'autres, je cite celle-là. Il y a également donc cette zone commerciale du continent africain, l'AFCTCA, pour la libre circulation des biens et des services. Il s'agit, l'objectif de cet accord est vraiment de considérer la région comme une région douanière, mais une région unique. En dépit de ces accords, la performance du continent en matière commerciale et d'investissement reste faible. Les pays africains ne comptent que pour 2% du commerce international en 2016. Cela vous donne une idée. Dans les années 80, on en était à 6%, ce qui était mieux. Et en ce qui concerne le commerce intra-africain, on est à 15% par rapport aux 68% de l'Europe et 37% pour l'Amérique du Nord, 20% pour l'Amérique latine. Alors, le Ghana, par exemple, fait du commerce tout autant que le Royaume-Uni ou d'autres, mais les chiffres sont différents. Nous avons des difficultés, je vais essayer de les expliquer. Ces accords commerciaux contiennent un certain nombre de clauses et des mesures pour encourager le développement en Afrique. J'essaierai de donner un ou deux exemples. Il y a par exemple l'article 265 de l'ECOWAS, il y a l'article 79 de l'EAC. Mais certains essayent de contourner les accords pour encourager l'industrialisation. L'accord sur le partenariat, par exemple, n'encourage pas l'industrialisation. Lorsque un pays est parti d'un accord, il doit respecter les clauses. Et on en revient toujours aux clauses de l'accord. Lorsque les processus démocratiques parviennent à mettre en place ces accords,
et à éliminer certaines barrières, il y a des effets. En général, les négociations commerciales entre l'Afrique ou entre blocs économiques ou entre pays, que ce soit l'Europe ou autres, sont encouragées par certains pouvoirs et seuls ceux qui ont de l'argent ont du pouvoir. L'Union européenne, par exemple, un groupe économique très important, essaie de négocier avec l'ECOWAS. L'Union européenne voulait briser la force de l'ECOWAS et faire en sorte que les pays signent l'accord à titre individuel. Mais il était très difficile de dire que nous... Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez conclure? Notre position s'est affaiblie parce que la Commission européenne finance les négociations. Certains fonds sont versés aux négociateurs, par exemple. Et nous avons vu des aides très importantes provenant de l'Union européenne. Et donc, il a été très difficile de s'élever contre ces positions. On voit ici qu'il y a un problème démocratique et que l'Afrique est toujours en position de faiblesse. Donc, il est toujours très difficile d'industrialiser le continent. Mais je termine ma présentation en parlant du rôle des syndicats. Quelles sont les recommandations qui devraient être faites pour encourager l'industrialisation? Les syndicats africains s'opposent à la libre circulation des biens et des services. Les emplois sont ce qui compte le plus. Il est important que les gouvernements adoptent des politiques favorables à l'industrialisation des pays. Mais il faut bien prendre en compte tous les pièges. Les syndicats ne sont pas opposés aux clauses d'industrialisation dans les accords, mais il y a deux conditions. Lorsque les dispositions ne sont pas suffisantes, il ne faut pas les accepter. De plus, il faut tenir compte de la capacité des pays à faire respecter les normes du travail. Les normes du travail deviennent très souvent des normes de protectionnisme pour les partenaires commerciaux. Et donc, il faut que les syndicats assument leur rôle de gardien et de tenir compte des capacités des pays, parce que très souvent, ces accords mènent à mal le positionnement des syndicats. Donc, il y a un certain nombre de restrictions que nous devons examiner. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons renforcer la transformation du continent africain. Merci beaucoup, William, d'avoir mis en exergue ces grandes difficultés rencontrées par le continent. Je vais donner maintenant la parole à Milu Roy de l'Afrique du Sud, qui va également nous partager avec nous ses perspectives. Donc, Mélanie Roy. Merci beaucoup, chers collègues. J'aimerais remercier les camarades pour leur contribution sur ce rapport. Ils ont apporté leur contribution dans plusieurs chapitres de ce rapport. L'objectif de ce rapport est la transformation. Le camarade Walter et nous-mêmes avons rappelé qu'il s'agit de transformer les politiques pour nous aider sur le long terme.
J'aurais souhaité que nous ayons davantage de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à aborder. L'une de nos préoccupations est liée à l'interaction entre les politiques. Voyons les accords qui sont en place. Ce qui ressort très clairement, comme le camarade l'a dit à l'instant, c'est les grandes différences, l'érosion des normes du travail, des accords commerciaux. Et comme nous le voyons, ces accords commerciaux ne rencontrent pas beaucoup de succès parce qu'ils ne sont pas suffisamment mis en vigueur et qu'ils n'ont pas suffisamment d'objectifs économiques. On dit toujours que ces accords sont liés au commerce et à la libre circulation, mais en réalité, on ne met pas l'accent sur les résultats économiques que l'on pourrait escompter de ces accords. Il suffit de voir les statistiques commerciales et il suffit de voir que l'Afrique est en échec. On le voit dans le commerce interafricain aussi. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, qu'il faut que nous ayons un impact plus important sur les économies. Et selon moi, il serait préférable de voir comment quitter ces accords. Donc, nous voyons qu'il y a des objectifs également non économiques dans ces accords. Certains accords insistent sur la géographie plutôt que sur les niveaux de revenus. Et on voit également les règles déséquilibrées de l'OMC et les préférences des nations les plus favorisées. La plupart des pays africains n'ont pas voix au chapitre dans ces accords. En général, ils participent à la négociation et puis ensuite, ils s'en retirent. Donc, en raison de cette absence d'objectifs économiques, on voit l'évolution. On ne met pas l'accent sur les services non plus dans ces accords. On met uniquement l'accent sur les biens. Voyons ce que font les autres. L'Union européenne, par exemple, insiste toujours sur les biens et les services et sur les droits de propriété intellectuelle. Et en Afrique, c'est ce qui devrait être fait. Les services font partie de la gig economy, de l'économie à la tâche. Et donc, il faut avoir des instruments dans les accords tels que des instruments de propriété intellectuelle pour protéger le commerce, puisque le commerce, c'est quand même un accord avec deux parties. Donc, il faut que nos recommandations soient prises en compte. Il y a un certain nombre de domaines qui ont été couverts par les accords commerciaux dans la première phase, comme par exemple la libre circulation et l'investissement. Mais dans un deuxième temps, et ce sera finalisé en janvier, il faut s'intéresser à l'aspect financier. Comme je le disais, lorsque l'on voit les données internationales, l'Afrique se débrouille très mal, contrairement par exemple à l'Europe. Parce que, comme cela a été dit, très souvent, c'est l'Europe qui finance ces accords. Les négociateurs sont soumis à des règles et des réglementations. Et donc, ces politiques industrielles, finalement, sont mises à mal.
ces accords ne servent pas leur objectif industriel initial. L'un des plus grands défauts de ces politiques est qu'elles contiennent certaines clauses protectionnistes. Et ces clauses sont imposées aux pays africains. Par exemple, les pays africains peuvent être poursuivis s'ils ne respectent pas certaines règles. C'est le cas, par exemple, de la vaccination. Si des mesures de protection ne sont pas mises en place, les pays africains peuvent être poursuivis. Or, il est très difficile dans certains pays de trouver la parade. Donc, je terminerai, camarades, très rapidement en disant la chose suivante. La réponse du mouvement syndical est toujours favorable à la démocratisation et à la relocalisation. On ne peut pas être réactif en tant que syndicat. Nous devons être proactifs et développer des politiques avant qu'elles entrent en vigueur. Il est très difficile de revenir sur quelque chose qui est déjà entré en vigueur. Donc, les politiques commerciales doivent être revues et on ne doit pas considérer les politiques d'emploi comme étant protectionnistes, mais comme étant un moteur pour la société. Et cela devrait permettre de revoir certains agendas économiques. Certains pays sont très riches. Le continent africain est riche. Lorsque nous sommes coincés dans ces accords, eh bien, nous ne pouvons pas en sortir. Il faut donc essayer de voir comment nous pouvons transformer les choses dans le cadre qui est le nôtre et qui est restrictif. Et c'est pourquoi nous devons travailler, nous, syndicats, avec toutes les parties prenantes pour avoir une meilleure politique industrielle. J'ai essayé d'être aussi brève que possible. Merci. Thank you, comrades, for bringing forth those important challenges from the union perspective. Merci. En effet, ce sont des défis, ce sont des problèmes majeurs pour les syndicats. Nous allons bien sûr entendre maintenant Bruno De Conti qui vont nous parler d'Amérique latine et d'autres, et Arthur Vellet aussi. Nous commençons par Arthur. Merci de nous avoir invités. The strong presence of the United States in international and national affairs in the region's countries. In the late 90s, this proposal free trade area for the entire Americas, except of Cuba. However, due to concerns about the impact of such. Le son est malheureusement très mauvais, c'est très difficile d'interpréter. Je vais essayer de faire quelque chose. Mais ce n'est pas forcément possible. Malheureusement, on n'arrive pas à entendre les mots différenciés et donc c'est très difficile. There seems to be a problem with the audio and we can't hear you well. And is it possible to refix your audio? Voilà, malheureusement, non. Yeah, it's slightly better. Let me try. S'il avait un micro avec un casque, ça serait beaucoup mieux. Yeah, please go ahead. Yeah. C'est l'écho de la pièce. Yeah, please go ahead. Yeah. Oh. Well, as I said, the first group, the countries that made. C'est pas mieux.
developing countries. Our countries make mostly stay in a South-South relations, like Brazil and Argentina. In general, the regional agreements with developing countries transform the industrial sector of Latin America. And those transformations are the share of workers in industrial sector, like in Chile, the increase of the share of informal workers, like in Colombia, and the average low wages kept despite increases in productivity, like in Mexico. Arthur, I'm sorry to cut you, but could you maybe try and get the Okay. microphone, because we cannot hear you. Interpreters cannot hear you. I'm sorry, I will try. Do you have a microphone maybe? Manny, can we move to someone till Arthur can work something? I'm trying the new microphone here. Can you hear me better? Perfect, thank you. Oh, so I will, I don't know, I start again. You didn't hear anything? Vous n'avez rien entendu? Non, rien entendu. C'est légèrement mieux maintenant. Yes, yes, please. Yeah. Yes, please. Yeah. I'm sorry for all that. Je suis désolée, je ne suis pas bien équipée. Alors, ce que j'essayais de dire, c'est qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, c'est la première région qui a essayé d'analyser la situation. Nous devons prendre compte, tenir compte d'une forte présence des États-Unis dans notre région. Et excepté pour Cuba, la présence des États-Unis a été fortement marquée, mais c'est vrai que le mouvement social a rejeté toute interaction avec les États-Unis pendant très longtemps. Les États-Unis ont fini par passer un grand nombre d'accords bilatéraux avec le Chili, avec le Panama, avec le Pérou, et nous avons également l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, et puis nous avons également l'accord de Trump, qui est un accord commercial régional également avec les États-Unis. Ça, ce sont les développements récents. Ces accords ont fini par transformer le secteur industriel en Amérique latine, notamment davantage de travailleurs au noir, davantage d'économies immergées, moins d'économie industrielle officielle, comme c'est le cas de la Colombie, par exemple. Et l'on a de plus en plus de restrictions et d'impératifs très importants qui pèsent sur les entreprises d'Amérique latine. Je donne un exemple, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle a empêché les entreprises et les gouvernements d'Amérique latine d'avancer. Les accords en matière d'investissement et de commerce ont entravé la marge de manœuvre des États, et puis la même chose pour les investissements et surtout le règlement des différends qui n'est jamais réalisé par des personnes de notre région. Et donc, nous partons avec un handicap. Nous avons également des fusions au Mexique, en Colombie, qui sont très importants et qui ont donné naissance à des conglomérats. Et puis, ils détruisent des institutions. Les gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre car ils l'ont perdu en adhérant à ces accords. Et je donne maintenant la parole à Bruno pour poursuivre.
Merci. Il faut réfléchir à l'efficacité des dispositions. Il y a également un nombre de plus important de clauses sociales. Nous avions un accord, par exemple, avec l'Uruguay. Gender issues, labor issues, and so on. But then when we go into the effectiveness, lorsque l'on parle d'efficacité de ces accords, malgré la lettre de l'accord, eh bien, la situation est toujours mauvaise. Un syndicaliste de Colombie a dit que finalement, ces clauses ne concernent que les gouvernements et c'est un petit peu le sentiment généralisé en Amérique latine. Les accords de libre-échange avec les États-Unis et les accords en matière d'investissement, ceux-ci ont exigé une réforme, par exemple du Mexique, une réforme du marché de l'emploi, et cette réforme du marché de l'emploi pour la libéralisation de ces marchés de l'emploi, l'on cite souvent de bons résultats, c'est-à-dire le renforcement de ce que l'on appelle les syndicats indépendants au Mexique. Ce serait une exception. Car c'était une exigence de l'accord. Maintenant, les recommandations des syndicats. Il y a une perception générale en Amérique latine, et d'ailleurs, Mirko l'a dit au début et Hans-Jörg aussi, comme quoi ces accords seraient négatifs pour la société. Tout d'abord, à cause de l'érosion de la protection des travailleurs. Deuxièmement, et c'est particulièrement vrai pour l'Amérique latine et peut-être l'Afrique, à cause de notre position sur le marché du travail, cela intensifie et approfondit l'exploitation de nos ressources naturelles et cela crée bien sûr en corollaire des problèmes écologiques en exploitant de manière trop intense les ressources naturelles. Et puis, il y a d'autres problèmes, des problèmes généraux. Je vous demande de conclure parce que nous avons du retard. Et puis, il y a dans ces accords des problèmes qui découlent de ceci et qui concernent les travailleuses en particulier. Lorsque nous avons, comme au Brésil, des gouvernements autoritaires, les syndicats doivent rechercher des alliances, notamment l'académie, qui devrait mener un dialogue indirect avec les gouvernements. Pour les clauses sociales, eh bien, ce sont des obligations, mais qui restent souvent lettre morte. Alors maintenant, la politique industrielle, comme Hans-Jörg l'a mentionné, nous avons des initiatives qui impliquent tous les secteurs et tout le sous-continent et au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, l'on commence à l'on commence à réfléchir aux règles industrielles. Et il est essentiel d'avoir une solidarité entre syndicats pour pouvoir faire face et front au gouvernement. Merci. Je vais maintenant donner la parole à notre camarade Maicon Vasconcelos qui va présenter le point de vue des syndicats pour la région. Merci de cette opportunité. C'est un honneur pour moi que d'être parmi vous.
parmi des collègues et camarades si éminents. The challenges that the Union in Latin America had to face. Our colonial past and the older forms of Notre passé colonial models of monetary and fiscal imposures that insistait sur un vrai cadre de développement industriel qui tienne compte de la dimension sociale. Et ces accords commerciaux, le développement technologique et des pays développés, ces éléments ont été assénés aux pays en développement. Il y a eu une protection sociale de certains travailleurs et puis une élimination totale des autres travailleurs. Il faut également éviter la dégradation environnementale et toutes les tensions sociales qui en découlent également. L'on voit comment le plan d'action qui a été adopté et appliqué au Mexique dans les années 80 devrait bénéficier d'un accord politique et, si vous voulez, devrait bénéficier également d'une portée politique qui concerne toute la société et donc une dimension sociale. Cela n'était pas le cas dans les années 80 et il faut donc se ressaisir pour les syndicats et en appeler aux institutions démocratiques, aux organisations qui permettront avec nous d'avoir une ligne de front qui pourra faire face. Et bien sûr, il faudra approfondir les accords, pas remplacer les syndicats nationaux, mais leur fournir un soutien fort qui leur permettra de s'élever ensemble. Et l'on voit que souvent, l'on a même criminalisé les syndicalistes. Dans un certain nombre de pays, ils ont été poursuivis. Et lorsque l'on a des gouvernements d'extrême droite, comme cela est le cas au Brésil en ce moment, eh bien, je pense qu'il est important de lutter contre le travail précaire. C'est absolument essentiel pour pouvoir aller de l'avant et réaliser une analyse politique et faire des propositions quant au cadre industriel de notre région. Il faut le faire de manière démocratique et incluant un maximum de parties prenantes. Mais il est également nécessaire d'aller plus loin et d'intégrer notre lutte contre la précarité. Et cette lutte contre la précarité, eh bien, c'est justement notre affaire, c'est notre point fort. Nous l'avons fait et nous sommes au devant de la scène dans cette lutte. Et cela concerne les chaînes de production tout entières. L'Amérique latine ne doit pas rester ou devenir le laboratoire de la précarité et de la pauvreté, de l'exploitation dans les chaînes d'approvisionnement. Et comme les classes travailleuses ouvrières dans les pays démocratiques. Notre présence sur le lieu de travail doit être visible et les syndicats internationaux sont là, non pas comme une ONG, mais comme un véritable bouclier
grâce à notre solidarité internationale et entre nous, nous pourrons repousser les attaques contre la société. Nous avons dû organiser des manifestations, nous avons dû organiser des attaques contre ces politiques erronées. Il y a des politiques qui doivent être réalisées. Par exemple, au Chili, vous l'avez vu, nous avons de nouvelles formes d'organisation. Il faut essayer de le faire, car les industriels ne veulent pas de notre immixtion dans leurs affaires, mais il faut que nous agissions pour faire la différence, et ce, grâce au plan de cette discipline. Merci beaucoup, Malcolm. Cela explique effectivement la réalité de cette région. Donc, merci beaucoup d'avoir souligné certaines de ces questions qui sont très importantes. Je me tourne maintenant vers le professeur Prinjan, qui a également travaillé sur ce rapport pour l'Asie-Pacifique. Merci beaucoup. C'est formidable de pouvoir participer à cette conversation, mais compte tenu du fait que nous avons très peu de temps, ce que je me propose de faire est de mettre en exergue 2 ou 3 préoccupations. Et j'espère que les camarades pourront revenir sur certains des points les plus importants. Alors, comme les professeurs Scherer et Hanger l'ont dit, il y a un certain nombre de questions qui sont fondamentales, c'est vrai. Et les autres camarades qui ont travaillé sur ces projets ont également souligné certaines questions. Donc, il est inutile de revenir sur ces arguments clés et de les répéter. Mais j'aimerais cependant revenir sur 2 ou 3 points saillants qui, selon moi, méritent d'être soulignés. Par exemple, l'importance de la politique industrielle, comme Jörn l'a dit, est nécessaire et fondamentale. C'est une condition sine qua non. Et s'il n'y a pas ces accords, aucun pays ne peut parvenir au développement. Cependant, la vraie difficulté, le vrai défi est de savoir quelle est la véritable bonne politique industrielle pour le pays. Et est-ce que cette politique peut être intégrée dans les accords? Et ça, c'est une question qui reste en suspens. En d'autres termes, la question n'est pas de dire tout le monde a un modèle et doit suivre le modèle. Nous savons que ces modèles ne fonctionnent pas pour tout le monde. Il faut renverser la chose et voir quelles sont les spécificités et comment s'adapter à un modèle général. Et il faut voir également le champ d'action. Les accords mondiaux, plutôt que des accords régionaux, auront des effets bénéfiques, en tout cas meilleurs pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, parce que cela met un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Sur la base de toutes les études que nous avons réalisées, c'est ce qui ressort clairement. Quels sont les types d'accords commerciaux et industriels qui fonctionneraient, qu'ils soient bilatéraux, régionaux ou autres? On se rend compte que ces accords ont aggravé le déséquilibre de pouvoir. Et c'est pourquoi il faut, je pense, redéfinir les choses et revenir vraiment sur des accords véritablement mondiaux.
Il me semble que c'est une perspective très importante à avoir. Il faut naturellement avoir en vue l'architecture générale de ces accords, mais comprendre également quels sont les aspects spécifiques. C'est ce qu'ont dit les collègues. C'est ce que dit le rapport. Depuis novembre 2019, si l'on voit la région Asie-Pacifique, on se rend compte qu'il y a eu 262 accords sur les biens et les services, intégrant toutes les autres dispositions également. 786 accords d'investissement. Ce sont des accords régionaux et 280 avec l'Europe et les États-Unis. Alors, ça devient vraiment trop fouillis. C'est pourquoi je pense qu'il faut revenir sur les points principaux. Donc ça, c'était une de mes remarques principales. J'essaie de rebondir sur ce que les collègues ont dit. Maintenant, le point suivant, les achats gouvernementaux, c'est-à-dire les appels d'offres de gouvernement et autres, comment ils ont une incidence sur les perspectives d'emploi. Certaines remarques très importantes ont déjà été faites dans ce rapport, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais les marchés publics gouvernementaux peuvent jouer un rôle très important dans les politiques publiques des gouvernements. Il faut comprendre quel est l'objectif de ces accords. Et il faut voir comment cela s'intègre avec les accords multilatéraux et bilatéraux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais simplement souligner cette question. Disposition du travail. Là encore, beaucoup de choses ont été dites. Signer les accords, être partie prenante au traité, tout ça c'est très bien, mais prenons le cas de la Corée du Sud, par exemple. De grands discours sont faits, mais le pays n'a pas signé. Donc, lorsque l'on regarde les choses au cas par cas, chaque thème, on se rend compte que le paysage est extrêmement confus. J'en arrive aux deux derniers points que j'aimerais soulever. De façon générale, que voit-on? Toutes ces dispositions, tous ces accords ont laissé de côté le travail et les représentants des travailleurs. Et ça, c'est une source de préoccupation majeure. Il suffit de voir un chiffre. Les pays de la région qui font partie de ces accords, eh bien, 87% des pays de la région Asie-Pacifique ont exclu les travailleurs du droit à la liberté syndicale et à la convention collective. Ça, ce sont les chiffres du dernier rapport. C'est le rapport Global Rights et autres. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois qu'il y a des négociations, elles sont toujours secrètes, alors que cela a un impact sur le bien-être de la main-d'œuvre, cela a un impact à grande échelle. Alors pourquoi les travailleurs sont laissés de côté? Et puis, toute dernière remarque. Vous m'avez demandé de conclure, alors j'en ferai mon dernier point. Pourquoi les travailleurs sont laissés de côté? Pour que la force de travail soit prise en compte, il faut absolument donner la voix aux travailleurs et écouter les travailleurs. C'est très simple. Merci. Merci beaucoup, professeur. Conclude things on such a very broad topic. So now C'est très difficile, effectivement, d'aborder toutes ces questions en si peu de temps. Je vais maintenant donner la parole à Andrew.
Merci, Mani. De nombreux points ont été soulevés. La participation des syndicats aux négociations commerciales et autres. Pour beaucoup d'entre nous, le problème est lié à l'objectif annoncé au départ, qui est celui d'avoir un accord multilatéral, et ensuite de passer à des accords commerciaux bilatéraux pays par pays. Et on a vu les accords en 2003 passés entre l'Australie et les États-Unis avec la FTA. Aujourd'hui, nous avons une profusion d'accords commerciaux bilatéraux, le dernier étant l'ACRP. C'est un accord de partenariat. Et d'ailleurs, je souligne le fait que l'Inde en est sortie il y a à peu près 1 an. Et c'est une indication que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. En ce qui concerne la confidentialité, c'est une remarque qui est très pertinente, effectivement. Ce côté secret est clair. On voit qu'il y a des accords qui ont été finalisés en novembre 2019, mais la ratification n'a eu lieu qu'1 an après, en 2020. Et puis ensuite, il y a la COVID qui change la donne. Les gouvernements nationaux souhaitent vraiment maintenir ces négociations dans le secret. Et ce que nous voyons en Australie, c'est une protestation contre les traités. Mais en réalité, le seul pouvoir est d'accepter ou de refuser ces accords, mais c'est tout. Alors, on peut faire pression sur les responsables politiques. On peut essayer de freiner la législation, mais c'est un processus très difficile. La COVID a montré qu'il était très important d'être résilient au niveau national. But it is not anti-competitive to increase local capacity, for instance, in medical equipment. In Australia, and I'm sure many comrades Je pense par exemple à l'équipement médical. Et je pense que beaucoup de personnes ici présentes auront la même expérience. Des masques chirurgicaux, par exemple, du matériel de l'équipement classique ont été retirés de certains accords parce que à chaque fois, il a été dit vous avez un avantage comparatif par rapport à d'autres pays. Et en réalité, et dans la réalité, nous avons vu que l'Australie n'était pas en mesure de produire ces masques, n'était pas non plus en mesure de produire les ventilateurs. Il est vrai que l'impact de la COVID chez nous a été inférieur qu'ailleurs, mais enfin, néanmoins, nous avons mis en place, comme vous le savez, des règles de quarantaine extrêmement strictes. when India decided not to sign the RCEP, it was because it seemed to us and was said overtly. There's many reasons for us to disagree, of course, with the Modi government, but avec le gouvernement Modi, on a vu que le gouvernement indien a refusé certaines dispositions de la CRP, alors que le gouvernement australien, lui, a accepté. La CRP permet des accords avec de très nombreux pays, avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. Nous avons 3 accords commerciaux avec la Nouvelle-Zélande. Mais aucun n'est réellement efficace. Je pense que le pire de l'ACRP, c'est qu'il n'y a aucun engagement à l'écart des normes environnementales, des droits du travail et aucune disposition pour la Chine et le Myanmar.
Donc, nous pensons qu'il n'y aura pas d'amélioration des conditions de travail, mais bien au contraire, une réduction, une diminution des conditions de travail. Or, cela va à l'encontre de ce que nous défendons. Il n'y a pas non plus de dispositions concernant le travail forcé, ce qui signifie que l'esclavage moderne peut avoir lieu. Il n'y a pas de loi contre le travail forcé comme nous en avons en Australie. Et enfin, le changement climatique et la décarbonisation. Donc, nous pensons que la plupart de ces accords sont dépassés. Le monde syndical met aujourd'hui l'accent sur d'autres aspects. Je pense que de nombreuses études montrent l'impact de ces accords qui n'est pas l'impact souhaitable. D'ailleurs, le gouvernement australien estime que tous ces accords devraient être soumis à une analyse coût-avantage, mais ça n'a pas encore été fait. L'AMW, comme d'autres syndicats représentés au sein de ce séminaire, fait campagne contre la CRP. Nous voulons également informer les syndicats de la région, en Indonésie, au Myanmar et ailleurs, en espérant qu'elles se joignent à nous. La CRP est bien connue pour ses inégalités et il est très important que les gouvernements réagissent. Pour nous, c'est très important, c'est une des parties essentielles de ce processus politique. Il faut absolument que la responsabilité et le pouvoir des syndicats augmentent dans le cadre de ces négociations internationales. Nous traversons une crise mondiale, une crise sanitaire, et la plupart du temps, les conséquences de cette crise sont aggravées par les dispositions prises par les gouvernements. Ran out of time for the question and answer session, and the kind of responses and the nature of issues we are handling with, obviously, it's not simply we cannot have it in the short term, but what we tried was to highlight some of those critical challenges from the regions and nous avons pu mener un certain nombre d'activités quand même dans les régions. Mais c'est vrai que la tâche n'est pas simple. Il est très difficile de rassembler tout cela. J'aimerais maintenant vous remercier de nous avoir donné toutes ces informations. Je demande aux participants d'envoyer vos questions, vos commentaires. Nous allons éditer tout cela et les intégrer dans notre forum de discussion. Je vais maintenant donner la parole à Walter Sanchez pour ses remarques de conclusion. Merci très brièvement, Manny. Je suis vraiment désolée que le temps s'est écoulé trop vite. Je demande simplement aux participants de transmettre vos questions et vos commentaires à nous. Nous allons enfin rassembler tout cela dans des notes d'informations. Nous allons les transmettre aux chercheurs et nous allons essayer d'une manière ou d'une autre de compenser cette impossibilité de poser les questions verbalement parce que le temps est peut-être trop serré. Nous avons été trop ambitieux, je crois, dans notre programme. Je vous invite à lire cette étude parce qu'elle est passionnante et si vous avez des questions, envoyez-les à nous et nous les transmettrons aux chercheurs. Alors, merci à tous, restez forts et vigilants et bonne continuation
à tous. À très bientôt, So with this, chers camarades. we conclude, Merci. Nous pouvons ainsi conclure le webinaire. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris la parole. Merci également à nos collègues et qui nous ont beaucoup aidés, soutenus pour préparer ce webinaire. Merci également d'Imani aux interprètes et qui ont interprété dans différentes langues ce qui a été dit. À très bientôt, chers camarades. Thank you and greetings to all. Bye. Merci et salutations à tous.